Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Larose. Tu es Head of Design et la nouvelle invitée de ce podcast. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Émilie, bonjour. Salut Paul. Écoute, ravi de t'avoir ici, de pouvoir échanger avec toi pour cet épisode du podcast Head of Design. L'idée, c'est qu'on va parler à la fois de ton parcours, on va découvrir un peu qui tu es, mais on va aussi faire un focus sur le design prospectif, une vision du design que tu as développée chez deux de tes anciennes entreprises, pardon. Et donc, on va essayer de voir comment on arrive, grâce au design prospectif, à faire de la créativité, amener de la créativité dans le design. Et puis ensuite, l'objectif, c'est bien sûr de comprendre tes convictions de designer dans ton rôle de manager et ce que tu as réussi à donner à tes équipes. Et puis enfin, on va finir par toute la partie recommandation, s'il y a des sources d'informations et puis qui peuvent intéresser nos auditrices et auditeurs. Et puis aussi les deux questions les plus complexes du podcast que je te dirai à la fin et que tu découvriras. Waouh, Ça va, c'est un très bien. programme qui te va? C'est un beau programme. Bon, parfait. La première question du podcast que j'aime poser à mes invités, c'est toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie? On va remonter un peu en arrière, il y a 20 ans quasiment. Alors, c'est pas tout à fait le moment où je découvre le design, mais c'est là où je découvre quelque chose qui va me mener au design. Parce que donc j'ai décidé de commencer par des études de psychologie. Moi, j'étais Ouais. passionnée par l'humain. C'est ce qui me passionnait depuis toujours. L'idée de comprendre qui j'avais en face de moi, pourquoi on pense pas tous la même chose, pourquoi est-ce que on est tous différents finalement. Donc je me suis assez naturellement orientée vers des études de psychologie, mais non pas dans l'idée de d'en faire mon métier en fait. C'était vraiment simplement une passion. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ergonomie. Donc en troisième D'accord. année de licence, j'ai eu un enseignement d'ergonomie qui en fait me menait des concepts de psychologie sociale, psychologie cognitive, des usages, le travail qui est central aussi, hein, puisque l'ergonomie c'est aussi apporter des solutions dans le contexte de travail. Et là, je me suis dit que c'était absolument génial. Ça mêlait plein de choses que j'aimais. C'était très concret aussi, puisque on réfléchissait à apporter des solutions concrètes à des problématiques diverses. Et donc, j'ai continué par un master d'ergonomie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'ergonomie cognitive, donc l'ergonomie des IHM, c'est comme ça que ça s'appelait à ce moment-là. Mhm. Et que j'y ai vu l'opportunité de coupler tout cet aspect usage humain très concret à de l'interface, et donc avec ces notions peut-être un petit peu plus proches de ce qu'on entend par le design et d'esthétisme, etc. Et ça faisait la boucle avec des choses que j'adorais faire étant petite, puisque j'ai toujours adoré la culture, l'esthétisme, faire du beau, vivre une expérience. Et donc là, je me suis dit, c'est parfait, ça regroupe tout ce que j'adore et je vais en faire mon métier. Ouais, et à la fois, moi je me rappelle que je m'étais fait un peu j'avais fait l'erreur à l'époque quand j'ai découvert le design et quand je suis entré la première fois dans une société de design,
c'était de croire que le beau, c'était du design. En fait, pas du tout. Euh, le beau, enfin, dans le design, ça veut dire conception. Et donc, déjà, de base, moi, ça a tout remis en question. Et j'imagine ouais, que pour toi aussi, il y a eu aussi cette réflexion-là. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est encore un discours que je peux tenir aujourd'hui où en effet le beau fait partie du design, mais c'est presque la cerise sur le gâteau. Avant, il Ouais, faut évidemment consolider plein de choses. Et le prisme le plus important pour moi, ça reste l'humain et ouais. la compréhension de qui on a en face de nous, des comportements humains, etc. Trop bien. Et donc, toi, tu arrives donc du monde de la cognitif, enfin, du cognitif, de l'ergonomie, pour arriver dans le design. C'est vrai qu'il y a des parcours qui viennent souvent de la direction artistique. On a des gens parfois qui viennent de la tech, des sciences sociales aussi. Tu viens un peu plus de là. Et, euh, et donc, comment tu intègres le monde du travail? Parce que c'est des métiers qui sont encore un petit peu improbables au moment où tu démarres, ou en tout cas qui ont peut-être pas la notion de l'ergonomie HM, etc. C'était le tout début, quoi. Mm. Eh ben, en effet, hein, d'ailleurs, je pense qu'au moment où j'entre dans la vie active, je connais pas vraiment le terme du UX design. C'est pas forcément un métier dont on parle, ou en tout cas, c'est les prémices. Et donc, au moment où je commence, j'étais chez Renault, au Technocentre Renault, et donc je travaillais au sein d'une équipe d'ergonomie cognitive. Donc, c'était passionnant parce que c'était réfléchir à proposer des solutions concrètes à un conducteur. L'activité de conduite, elle est très complexe. Hein. C'est d'un point de vue cognitif, c'est très prenant. Donc, l'idée, c'est d'imaginer des tableaux de bord, des interfaces au sein des véhicules qui soient les plus intuitifs possibles. Et donc, c'était une façon d'entrer dans ce métier-là, mais d'un point de vue très académique. C'était de la recherche et du développement. Enfin voilà, on ne parlait pas encore de design. Le design chez Renault, c'était une autre équipe, c'était très à part. Et puis en effet, ben, c'est ce que je dis, hein, c'est de la recherche et du développement. On est sur des temporalités très très longues. C'est, je trouvais pas ça hyper concret. Alors avec le recul, je me dis que c'était passionnant, mais j'arrivais à un moment où j'avais besoin de plus de concret. Et donc j'ai décidé de rejoindre une ESN au départ, puis une agence design. Et c'est là réellement que j'ai commencé à faire de l'UX design, où j'ai découvert alors pas les méthodologies puisque ça reste les mêmes méthodologies qu'on peut faire en ergonomie, mais j'ai découvert vraiment l'aspect interface avec tout un vocabulaire que je connaissais pas. Euh, et qui finalement, alors on est très solide quand on vient d'une voie universitaire sur la méthode du travail. En revanche, moi, il me manquait tout un aspect très pratico-pratique lié au digital, tout simplement. Et je me rappelle les premiers temps avoir eu un lexique de vocabulaire parce que j'avais pas cette culture-là du tout. Je savais même pas ce qu'était un header et un footer. J'en rigole aujourd'hui, mais voilà, j'ai tout Hmm. appris sur ces premières expériences où euh, Et t'as appris sur le tas? Ou est-ce que t'as fait des formations? Est-ce que t'as lu des livres bien spécifiques? Alors, Comment t'as j'ai fait? fait des formations, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le terrain, en étant confrontée à des clients, parce que quand tu travailles en agence, tu es projeté dans des problématiques très concrètes. Et moi, je me souviens de mon premier jour, j'étais en rendez-vous client, alors pas toute seule évidemment, mais c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, tu sais, alors, j'avais presque honte de pas avoir tout ce vocabulaire et de pas avoir toute cette culture, donc je posais pas de questions. Donc je cherchais de mon côté à chaque fois, et c'est comme ça que j'ai appris. Ok. C'est comme ça que j'ai appris. Ouais, non, non, j'allais poursuivre cette première vraie expérience dans cette agence dans laquelle j'ai passé 6 ans, qui s'appelait Napoléon Agency, et qui était une agence pure design. Donc c'était très petit, hein. On était au maximum, je crois, une trentaine, mais on était quasiment tous designers. Alors, il Ah y ouais. avait des métiers qui gravitaient autour, mais voilà. Donc c'est aussi grâce à ces personnes plus expérimentées que j'ai appris rapidement. Tous designers digitaux. Ouais, Ok. Et donc là, ouais, ouais. t'as des premiers clients, t'as des premières expériences qui te forgent et qui te confortent dans dans ton choix?
Ouais, ouais, tout à Tu fait. t'as- Ben, alors, en effet, très vite, je me rends compte que l'agence était ce que j'attendais en termes de diversité de projets, problématiques, etc. Nous, chez Napoléon, on accompagnait des clients grands comptes sur des problématiques de e-commerce. Et moi, ma mission, alors au départ, très largement UX designer, s'est vite resserrée sur mon champ d'expertise de base qui était la research. Et donc, c'est à partir de là qu'on a développé l'UX Research dans cette agence. Et ce qui était passionnant, notamment quand tu travailles sur des problématiques d'e-commerce, c'est que tu as ces notions de service design où tu penses l'expérience en boutique, sur le digital, sur tout type de device. Et donc, voilà, c'est intéressant d'avoir aussi ces notions de recherche utilisateur Ouais, il y a un sur ces côté questions-là. vraiment, ouais, ça, le fameux design de service. Maintenant, et on parle aussi beaucoup de design systémique, design holistique aussi. J'ai entendu parler de ce mot-là. C'est un peu tout ça que tu faisais à cette époque-là. En tout cas, tu avais cette étiquette et ce savoir-faire plutôt sur la partie amont, research. Et j'imagine qu'il y en avait d'autres qui venaient plutôt d'un background de direction artistique ou graphisme, etc., et qui allaient plus sur de la UI. Ok. Exactement, exactement. À ce moment-là, on n'avait pas encore ces spécificités de design ops, UX writer. C'est venu par la suite. En effet, c'était plutôt découpé sur la temporalité du projet avec les UX researchers plus en amont, la partie UI, jusqu'à la partie intégration finalement qui allait créer du prototype pour tester Trop les bien. différentes. Et je me disais, au final, c'est là aussi où c'est avec cette entreprise-là que tu vas découvrir aussi le management, le début Exactement. de, le début d'un rôle de directeur dans la direction. Comment tu découvres ça, comment tu l'abordes, et est-ce que Et, ça se passe bien? J'imagine que oui, au vu de ton évolution, mais ça se passe ça, hyper bien, en ça- effet. Je découvre le management et c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. Je l'ai un peu provoqué, pour être honnête, cette évolution. La partie recherche utilisateur se développait. C'était une demande qu'on avait de la part de plus en plus de clients. J'avais créé avec enfin, avec le boss de l'époque, une offre commerciale. Et il m'avait demandé d'écrire une fiche de poste pour recruter un directeur UX Research, directrice, hein, pour créer une ouais, équipe. bon, Donc j'ai écrit la fiche de poste et puis je suis allée le voir en lui disant: «Écoute, ça tombe bien, c'est tout à fait moi. Je me sens très, très à l'aise pour prendre ce poste-là, laisse-moi ma chance». ouais, c'est même bizarre qu'il ait pas pensé à. Enfin, c'est un peu bizarre même la façon de faire. Il aurait, il aurait pu te le proposer tout de suite en soi, mais justement, c'est comment. Je pense qu'il y avait, malgré tout, beaucoup de bienveillance, de sa part, et je pense qu'il avait à cœur de recruter un profil, beaucoup plus expérimenté que moi pour me faire évoluer. Ah, ok, je comprends. Mais du coup, on a tourné ça, dans l'autre sens. On s'est dit: «Bah, écoute, il m'a dit: "Tu vas recruter une équipe, je te laisse ta chance. Profites-en pour recruter des profils plus expérimentés que toi"». Et c'est là où il m'a enseigné quelque chose qui me semble important dans le management. Le manager n'est pas forcément le plus expérimenté, n'est pas forcément le sachant. C'est celui qui va coordonner et qui va être le chef d'orchestre, mais il va aussi s'inspirer des autres. Bien sûr. Donc il m'a laissé ma chance. Et Ouais, en effet, il faut avoir des gens parfois plus forts que soi autour de soi et tout le exactement. monde sur certaines disciplines et à toi de faire le bon lien, le bon assemblage. Et je me permets juste de revenir un tout petit peu sur la partie research. Tu me disais que c'était une activité qui grossissait, etc. Et pourtant, dans le monde des agences, j'ai l'impression que la research, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut se battre auprès des clients pour qu'il y en ait. C'est souvent dès qu'il faut rentrer dans un budget de 20 000 euros et que la proposition est à 25, et ben, on enlève 5 000 euros de recherche et puis ça rentre, entre guillemets. Euh, Toi, vous aviez réussi à mettre en avant la recherche à son bon niveau?
Oui, et en fait, tu sais, ça, j'ai l'impression, avec un peu de recul, que c'est très lié au type d'organisation auquel tu appartiens. Chez Napoléon, on n'avait pas beaucoup de difficultés à vendre ses prestations parce que le cœur de métier était l'expérience utilisateur. Et donc, nos clients venaient nous voir pour ça. Quand je suis passée en ESN, plus généraliste, plus tech, c'était plus du tout le cœur de métier. Et donc là, on avait beaucoup plus de difficultés à vendre parce que il fallait convaincre le client de l'intérêt et de l'impact de la recherche utilisateur sur ce qu'on allait proposer. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez lié voilà, à la structure dans laquelle on se trouve. Et bon, ce qui marche bien aussi, hein, c'est de montrer par l'exemple. Hein. C'est vrai que chez Napoléon, on a fait beaucoup de... alors, c'était quelque chose qui était proposé dans l'offre générale, mais quand un client n'avait pas suffisamment de budget pour faire un petit peu de recherche exploratoire en amont d'un sujet, on arrivait en appel d'offres avec 2 ou 3 jours d'ethnographie, par exemple, et ça lui montrait qu'on avait appris tellement de choses en si peu de temps, presque autant que ce que lui pouvait connaître de ses clients et de son contexte, que finalement, ça les décidait et Ouais, c'est ça les intéressant. décidait à ça, ouais. Vous alliez vous investissiez entre guillemets à fond perdu sur Ouais. quelques jours sur de la recherche pour ensuite aller en Mm. chercher, montrer la pertinence et aller Ouais. en chercher, ouais, aller chercher du budget. Ok, excellent. Ouais, et puis ça rendait les réponses aux appels d'offres beaucoup plus pertinentes, puisque c'était pas bon, voilà, le client attend souvent des maquettes et des choses très concrètes aussi Ouais, le sur un fameux appel effet d'offres. waouh. Exactement. Sauf que là, l'effet waouh, il était pertinent parce qu'il répondait à des problématiques qu'on avait réellement observées sur le terrain, et donc forcément, ça montre aussi l'intérêt de ces méthodes. Ouais, bien sûr. Et donc justement, tu découvres le fait d'être manager, d'être directeur de la recherche utilisateur. Euh, c'est une entreprise dans laquelle tu restes 6 ans, donc auquel tu t'es bien senti, tu t'es attaché. Et après, tu vas chez Marcel, c'est ça? Ouais, exactement. Comment se passe la suite? Raconte-nous un petit peu. Parce que là, tu passes plus, t'es plus sur la partie recherche, tu passes design global. Ouais, exactement. Comment se passe ce, ce, ce changement? Alors Marcel, c'est une agence très créative. C'est l'agence créative du groupe Publicis. Donc c'est une agence de publicité hein, qui travaille sur des grosses campagnes de pub. Moi, ce qui me plaisait dans cette agence, c'est que ils font des choses qui changent les choses. C'est un petit peu leur slogan. Ils font pas des campagnes uniquement créative, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec nos façons de travailler, nous designers, c'est-à-dire que ils identifiaient des problématiques profondes et ils créaient des campagnes pour trouver des solutions pour pour résoudre ces problèmes sociétaux. Ouais, c'est pas deux, trois créatifs dans une salle qui vont brainstormer, qui vont trouver des choses. Tu trouvais qu'il y avait une façon de faire qui était presque parfois un tout petit peu plus proche de la science, entre guillemets. Ouais, ouais, oui, de la science et en même temps, voilà, une fraîcheur dans les idées. Le discours me plaisait beaucoup et la pub, c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Et donc, par curiosité, j'ai eu envie d'y aller. Et donc, à ce moment-là, il créait une entité qui s'appelait Marcel XD, donc Marcel Experience Design, pour compléter l'offre et euh, l'offre créative et l'offre plus classique de campagne. Mhm. Et en fait, c'est là vraiment, pendant cette expérience, que je découvre la créativité. Parce que jusqu'à présent, je dis pas que j'avais pas croisé des profils créatifs, au contraire, on est entouré de créatifs, mais si tu veux, moi je rentrais pas un soir chez moi sans me dire, mais cette idée là que j'ai entendue aujourd'hui chez Martial, elle est géniale, elle va changer des millions de vies et pourquoi j'y ai pas pensé? Et du coup, ça nourrissait une forme de créativité aussi en moi. J'avais envie d'expérimenter plein de méthodes d'atelier, enfin, sur plein de choses finalement.
Ça avait ouvert quelque chose en moi et je faisais le constat un petit peu triste d'avoir une forme de scission entre les designers que je côtoyais dans mes vies antérieures ou au quotidien et les créatifs chez Marcel. Et d'un côté, on avait la rigueur scientifique très méthodique qu'on a, nous designers. Alors, on l'a peut-être pas tous, hein, et qui est peut-être encore plus perceptible quand on parle de research. Mhm. Mais voilà, on suit des méthodologies, que ce soit en termes d'atelier, de conception. Enfin voilà, on est quand même très cadré. Et d'un côté, la créativité. Et je me dis, si on réussit à allier ces deux compétences, mais on peut faire des choses absolument géniales. Donc ça a été un peu une révélation, Marcel, de ce point de vue-là. Et donc là, justement, ça veut dire que tu progresses sur la partie justement animation d'atelier, création d'un environnement créatif. Enfin, qu'est-ce que, comment ça se matérialise en concret pour toi? C'est des ateliers, c'est des... Ouais, c'est des projets concrets sur lesquels je travaille, où je me souviens, à cette époque-là, on avait accompagné Buffalo Grill. Buffalo Grill, c'est un restaurant un peu ringard. Je suis désolée pour ceux qui y vont, mais en tout cas, c'est la Ouais. perception Tu globale. sais que je crois que ça n'existe pas, vous n'avez pas réussi à les sauver, je crois que ça n'existe plus. Si, ça existe encore. Ça existe C'est encore? juste que tu Ouais. n'y manges pas, Paul. Ça existe Je encore. sais pas, moi, à côté de chez ma mère, là, en province, ils les ont tous vendus. Bon, après, peut-être Ouais, qu'ils se sont, ça ils dépend sont des restés. régions. Mais donc, Peut-être. Marseille ne les a pas tant que ça sauvés, mais en tout cas, vous les avez poussés à être un peu plus créatifs, à sortir de la petite salade Alors, du début. pas forcément sortir de cette petite salade parce que ça fait partie des marqueurs d'expérience forts chez Buffalo. Mais en tout cas, dans la façon d'aborder le projet, moi qui ai fait auparavant chez Napoléon beaucoup d'ethnographie sur le terrain, etc., j'avais jamais fait une immersion aussi poussée que j'ai pu la faire chez Buffalo. On l'a fait à 10 à peu près, donc Ah dans oui. pas mal d'équipes, équipes commerciales, planner strat, voilà. Et on a fait le parcours d'onboarding du nouveau collaborateur Buffalo qui arrive dans l'entreprise et qui Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Buffalo Grill, ils ont leur petite salade ouais, d'accueil. d'accueil. Vous l'avez gardé quand même. Bah en fait, c'est pas qu'on l'a gardé, en tout cas dans l'immersion qu'on a fait pour comprendre vraiment la marque. Ce qu'on a pu identifier, c'est que c'est un marqueur de l'expérience assez fort, au même titre que ces grands toits rouges qui sont assez reconnaissables et qui d'ailleurs, quand on est en avion, c'est le seul restaurant qu'on peut identifier, hein. C'est vrai. Mais en tout cas, on a fait une grosse immersion dans les restaurants pour comprendre quels sont les différents métiers. On a nous-mêmes fait du service, on a nous-mêmes été déjeuner, on a été déjeuner chez plein de concurrents. Voilà, on a fait une immersion comme moi j'avais jamais fait auparavant, alors que Mhm. chez Napoléon, j'avais pourtant fait beaucoup d'ethnographie en magasin, etc., pour comprendre les usages. Et là, l'idée, c'était la finalité, en effet, c'était de créer une campagne publicitaire pour essayer de relancer la marque et en même temps de créer un ensemble d'assets digitaux parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas de site e-commerce ou en tout cas de commandes. Mais en effet, dans la façon de faire, moi, j'ai découvert des nouvelles méthodologies de travail, d'ateliers, etc. Et puis, quand il a fallu, alors, sur la partie digitale, ça restait relativement classique puisque c'était un projet comme j'avais pu faire auparavant. En revanche, de participer à l'élaboration d'une campagne euh, et, 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 et de, voilà, de lister un petit peu tous ces marqueurs d'expérience, pour moi, c'était assez nouveau. Mhm. Et, euh, et, et voilà, je faisais le constat qu'il nous manquait parfois, dans nos façons d'imaginer des services ou des produits, cette petite étincelle de créativité qui change un petit peu
l'expérience qu'on peut avoir avec une marque ou un service. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas tester en live après, à une échelle beaucoup plus, beaucoup plus grande, en tout cas pour une entreprise qui a une échelle beaucoup plus grande, c'est la SNCF avec SNCF Connect, ou voyez SNCF à l'époque, Ouais, peut-être quand tu arrives. Est-ce que tu exactement. peux nous raconter comment se fait ce switch, et puis justement peut-être faire le focus sur la création de cette équipe, et puis j'imagine, là tu arrives dans un management où t'as peut-être un petit peu moins les mains dedans et un petit peu Mm. moins euh, dans le quotidien du designer, mais dans leur management plutôt. Bon, raconte-nous de cette partie-là, et puis après comment justement Marcel et toute cette créativité, tu as essayé de l'intégrer chez eux. Eh bien, en effet, tu l'as bien dit, quand j'arrive chez SNCF Connect and Tech, ça s'appelle comme ça maintenant. À l'époque, ça s'appelait encore e-voyageurs. Le produit phare du moment était Oui SNCF. Il y avait d'autres produits digitaux qui adressaient d'autres problématiques. Et donc, l'ambition, on me l'a annoncé lors de ma première semaine, était de créer un outil unique pour adresser la mobilité. Ouais. Donc moi, j'ai rejoint cette boîte pendant le confinement avec un rôle de Head of Design Research et Vision Produit. Donc quand je rejoins cette entreprise, il y a une certaine organisation qui est très liée aux produits qui existent, sauf qu'avec la création de cette nouvelle application, donc SNCF Connect, eh bien, on doit repenser l'organisation au sein de l'équipe expérience client. Donc c'était une grosse équipe CX qui était composée au maximum d'une soixantaine de designers. Et donc avec le directeur de l'expérience à ce moment-là et les autres head-off, on imagine une nouvelle organisation. Donc pour moi, ça change pas grand-chose puisque je travaillais en transverse sur les autres produits, notamment sur la partie recherche utilisateur, les aspects design ops et la partie vision. Et donc, le constat que je fais après quelques mois dans cette entreprise et le travail sur cette nouvelle organisation, c'est qu'en effet, c'est une nouvelle échelle, c'est un très gros site e-commerce. Je parle de Oui SNCF à cette époque-là et puis ce qui va devenir donc SNCF Connect. C'est des méthodes de travail produits très structurées, très organisées. Et donc moi, j'arrive de Marseille où vraiment il n'y a aucun administratif et peut-être que le seul truc que je fais, c'est faire des devis à des clients à SNCF Connect où là, tout est hyper structuré. Il faut faire des PowerPoint pour tout. Il faut documenter tout. J'entends des nouveaux mots, des nouveaux jargons. Moi, je connaissais pas le Jira avant. Donc, c'est vraiment le choc de Ouais, culture. ouais. Et je me dis, et donc, et c'est le moment où vraiment je monte en compétence sur la partie design ops. Parce qu'en effet, quand on est face à des équipes design, eh bien, aussi nombreuses et avec une charge de travail aussi importante, puisqu'on concevait un nouveau produit, il faut être structuré. Il faut être professionnel dans la façon d'aborder les choses. Et donc, voilà, ce nouveau jargon, Ouais, mais vélocité, etc., est pas si simple. et j'allais dire, j'imagine que c'était aussi un peu leur souhait en soi, que tu arrives comme quelqu'un qui n'est pas du sérail, ou qui n'est pas qui n'est pas travaillé, je sais pas, dans le monde de la mobilité, ou Ouais, dans un monde comme ça sur un énorme produit. L'objectif, c'était aussi que toi, tu arrives avec cette fraîcheur, et que tu apportes une vision un petit peu différente, et peut-être un peu plus parfois de candeur, mais pour faire avancer les choses, en fait, tout simplement. Et ne pas ouais, pas se mettre de blocage. probablement. Tu vois, j'y avais jamais pensé. Tu mets le doigt sur quelque chose. Probablement. Ça, c'est le recruteur, entre guillemets, qui parle, ouais. Ok. Et c'est pas une mauvaise chose. En effet, c'est Ouais. intéressant, je trouve, d'avoir un petit peu de fraîcheur, un peu de naïveté parfois aussi hein, au sein des équipes. Et Mais donc, raconte-moi un peu la taille de l'équipe, parce que là, c'est quand tu m'as dit 60, j'imagine chez Marcel, vous deviez pas être 60, vous deviez non, être, enfin,
Alors 60, c'était vraiment au sein de l'équipe expérience en grand, donc qui était pilotée par David Ruiz, Mm. qui vit à Barcelone d'ailleurs, qui est maintenant VP chez Payfit. Mais donc des équipes divisées en champs de compétences. Moi, dans mon équipe, on était une petite dizaine. Voilà, donc avec les aspects du X Research, Design Ops, il y avait un UX Writer, et puis 2 personnes qui travaillaient sur la partie plutôt prospective vision. Mais qui, au moment de mon arrivée, c'était une entité qui n'existait pas vraiment. Ouais, justement, on va faire le focus sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire prospective vision? Qu'est-ce que ça veut dire pour SNCF? Et, et sur quoi vous avez travaillé alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle du designer dans la prospective et la vision? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, donc à ce moment-là, si on revient un petit peu au démarrage de tout ça, c'est donc l'ambition de optimiser l'organisation de la CX en grand. Et donc, voilà, avec les autres head-off et le directeur de l'expérience, on réfléchit à la meilleure organisation possible. Et donc, moi, il y a un sujet qui m'importe à ce moment-là, au-delà de tout ce qui existait à ce moment-là, c'est la créativité. Et je faisais le constat que, en effet, quand on est très structuré, très organisé, très pragmatique dans la façon de faire, ben peut-être qu'on perd un petit peu de créativité. Et il y a quelque chose que je déplorais, c'est qu'on arrivait dans notre open space, qui était censé être vraiment l'endroit où tous les designers étaient réunis, et on voyait pas que c'était un endroit qui accueillait des designers. Moi, j'attendais un petit peu plus de folie, un petit peu plus de couleurs. Voilà, il y avait Ouais, un rien peu sur plus les murs. sexy, quoi. Là, Ouais, c'était un peu les bureaux qu'on connaît parisiens, très grands, une grosse exactement. open space, sans nécessairement euh, ouais, enfin, ça aurait pu être les bureaux d'un autre, ça aurait été la même chose. Exactement. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Et c'était pas pour se distinguer, ou alors, et d'autant plus que souvent les designers dans ce type d'organisation sont pas toujours pris au sérieux. Donc c'était pas du tout l'idée de mettre de la couleur. C'était vraiment un moyen de favoriser la créativité, puisque on le sait, c'est pas dans une salle de bureau en faisant un atelier qu'on a les meilleures idées. On a les meilleures idées en faisant la vaisselle ou en se baladant dans la Ouais, forêt. tout à fait, à des moments où on n'imagine pas, ou en tout cas des moments où on est relâché, où Exactement. on est ouvert à plein de possibilités. Ouais. Donc comment on amène de la créativité? Et puis aussi ce qui m'a marqué, et encore une fois avec ma naïveté, hein, d'être restée un petit peu à l'extérieur de ce type d'organisation auparavant, c'est que je faisais le constat que les roadmaps produits et finalement tout ce qui allait arriver dans les années à venir était déjà presque pensé. Je me disais: «Mais Ah c'est c'est assez frustrant en fait. On sait précisément où on va aller, et donc ben, il faut dire ce qui est, hein, dans ce type d'entreprise, la créativité, elle est quand même assez restreinte. ouais. Mhm. Hem, Mais parce qu'en même temps, il y a tellement enfin, j'imagine qu'on doit un peu dupliquer ce qui est fait dans le monde de l'ingénierie ferroviaire. Et là, ben, faut pas se tromper aussi. Enfin, c'est des mmh, sujets. Un train quand il déraille, c'est voilà, c'est catastrophique. Je dirais, oui. donc on est sur des sujets tellement de pointe qu'on on est obligé d'aller comme ça jusque-là. Et peut-être que sur d'autres sujets un peu plus légers, ou en tout cas sur lesquels Mmh, on met pas la vie des gens en danger potentiellement, mmh. peut-être que ça peut se faire un peu différemment. Et Oui, 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 en effet, et je pense que ça fait le lien aussi avec ce qu'on peut mettre derrière le design systémique, où finalement le designer lui seul ne peut pas avoir une idée qui va révolutionner et qui va être vraiment innovante. Mhm. En effet, on doit être accompagné de plein d'autres expertises qui vont elles aussi nous nourrir cette idée et la rendre faisable. Moi, tu sais, je crois qu'il y a plusieurs étages dans la créativité. Quand on parle de créativité de façon assez basique,
C'est juste savoir imaginer des nouvelles idées, sortir un peu des schémas classiques. C'est un peu basé sur l'intuition, en fin de compte. Quand on veut monter d'un cran, pour moi, ça s'appelle plus la créativité, ça s'appelle l'inventivité. Et là, on a un peu ces notions entre l'idée qu'on a, qui repose sur l'intuition, et la réalité. Et donc, c'est là qu'on intègre un petit peu la faisabilité technique et que on est un petit peu plus dans le concret. Et encore au-dessus, je pense que je l'appelle l'innovation. Alors peut-être qu'il y a d'autres mots qui sont mieux choisis, mais pour moi, la vraie innovation, c'est qu'on va appliquer cette idée à un contexte donné, qu'on va répondre à un besoin, qu'on va être utile et surtout qu'on va être viable et qu'on va avoir un impact économique, social, technologique. Et pour ça, évidemment, le designer tout seul ne peut pas faire de l'innovation. Il doit être Mm. accompagné de plein d'expertises. Donc, Et, donc toi, ton rôle, c'était ça, c'était d'aller chercher toutes ces expertises et de se dire alors, quelle est la vision de la SNCF sur les 2-3 prochaines années, ou c'était encore sur plus long terme? c'est vrai qu'on était sur du plus long terme. Ok. En plus, à ce moment-là, on sortait du confinement. Il y avait eu quelques crises. Et on se disait, voilà, on vit dans un monde qui est plus linéaire. Il va sûrement se passer encore plein de choses. Et forcément que l'évolution de ce monde-là, il va avoir un impact et sur nos façons de travailler, et sur la techno, et sur plein de choses. Et tout ça va avoir un lien avec le produit qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut anticiper ces changements au mieux, sans forcément être dans de la prédiction, parce on sera jamais capable de le faire, mais comment on peut orienter au mieux du coup nos roadmaps produits pour répondre à ces choses incertaines. Et en effet, l'ambition, c'était de s'entourer des meilleurs experts pour pouvoir anticiper ça au mieux. Et je crois que le rôle du designer, c'est un peu ça aussi. On centralise plein d'expertises et on est un très bon facilitateur pour réunir des experts différents qui parlent pas forcément le même langage que nous, qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Et je trouve que la force du design, c'est aussi ça. Parce que ce qui existait à l'époque chez SNCF Connect, c'est qu'il y avait une équipe innovation, il y avait des product stratégistes. Enfin, tu vois, il y avait quand même des Ouais. entités qui travaillaient un petit peu sur ces choses-là. Qui Mais pouvait faire un peu doublon avec toi, enfin, avec ce que vous faisiez. bah, Et je me permets, si je ouais, comprends ce ouais, que la vision que tu as eue, c'est de se dire, ok, bah, on peut faire de la création, de la créativité entre nous, et moi, je vais accompagner, je vais faciliter cette partie-là, grâce à différents ateliers et à ce que j'ai connu. Mais on va peut-être même faire venir d'autres gens qui font pas partie de la SNCF, qui ont peut-être nous vont peut-être encore nous donner encore d'autres visions, peut-être des profils justement des sciences sociales, peut-être de la technologie de technologie de pointe, etc. C'est un peu ça que je comprends. ouais, c'est exactement ça. Et pour aller encore plus loin, alors pour te décrire la méthodo en 30 secondes, grosso modo, on a commencé par une phase de recherche bibliographique sur. Alors, on était centré sur le sujet de la mobilité, mais en réalité, cette méthode, elle pourrait s'appliquer à tous les secteurs d'activité et tous les contextes. Donc, on a exploré un petit peu le sujet de la mobilité sous plein de prismes différents. Et cette phase de recherche bibliographique, elle nous a permis de lister un certain nombre d'éléments qu'on a appelés des forces de changement et qui sont en fait des sortes de signaux faibles qu'on peut percevoir dans la société et qui sont des enjeux auxquels on est confronté. Donc des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. Enfin, voilà, ça dépasse aussi notre secteur d'activité. Et Mhm. donc ce qu'on s'est dit, c'est on a un petit peu la base théorique de tout ça et on va aller chercher un certain nombre d'experts qui vont nous éclairer sur ces sujets-là et qui vont nous dire à travers leur expertise personnelle comment le secteur de la mobilité pourrait évoluer. Et donc, dans ces experts-là, on a interrogé un économiste, on a interrogé une avocate, on avait un auteur en science-fiction. Enfin voilà, tu vois, ça dépassait nos métiers. Parce que le constat qu'on faisait aussi, c'est qu'on est très entre nous dans ces entreprises-là. Je suis d'accord. Et en fait, je suis persuadé que ce qui a pu
passer. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est donc ces experts parlent, on les fait parler sur différents sujets, et puis là, les experts eux-mêmes, les experts du ferroviaire, les experts du digital, etc., Mhm. chez eux, ça leur fait naître des idées, en fait. C'est ça, c'est Exactement. des choses qu'on n'aurait jamais pu avoir si les experts du ferroviaire avaient discuté avec les experts du digital, de la SNCF entre eux, C'est potentiellement. exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait naître des nouvelles idées et on prétend pas qu'on va prédire l'avenir. On prétend juste que, on va imaginer ce qui pourrait se passer et que ça nous préparerait au mieux et on aura les réponses les plus appropriées à ce moment-là. C'est un peu sur ces méthodes-là que travaille l'armée, hein, d'ailleurs, hein, pour se Mm. préparer à des potentielles attaques. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est essayer de se dire que entre deux types d'expertise totalement éloignés, si on se les fait se rejoindre sur une problématique, ben, et ça peut faire naître chez les deux d'ailleurs des réflexions ou des use Mm. cases qui peuvent avoir du Exactement. sens. Exactement. Et donc, tu vois, pour te donner un exemple assez concret, quand on a fait l'entretien avec l'économiste qui s'appelle Timothée Paric, lui alors c'est une théorie, hein, et c'est pas forcément la vérité, mais je trouvais l'idée intéressante. Il nous a parlé de société de la post-croissance. Donc, cette idée que le système capitaliste dans lequel on vit, il atteint des limites et que peut-être, alors je ne sais pas à quel terme, on arriverait sur d'autres schémas, plus dans la coopération, et donc voilà, moins capitaliste. Et c'est hyper intéressant pour un gros site e-commerce de s'intéresser à ça finalement. Comment est-ce que demain on pourra gérer cette rentabilité si on est dans une société de post-croissance? Ouais. Voire même être acteur du changement vers la post-croissance. Et mais après, faut voir tout ce que ça veut dire, mais en effet, de se dire, c'est intéressant. Et ça, c'est des, c'est des résultats, et j'imagine que voilà, enfin, c'est des réflexions que vous avez dû poser sur le papier, entre guillemets, sur les slides, que vous avez présentés. Où est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est, on prend ça, on met ça dans un casier, on dit bravo, c'est bien, vous avez bien travaillé? Ce qui peut être un peu frustrant, et à la fois on se dit, bah, au moins en tout cas on a éveillé des consciences, et, et on n'a pas fait ça pour rien, et même vous, vous avez évolué. Ou est-ce que c'est des choses où tu sais plus ou moins que c'est toujours un petit peu au vu et au su de la SNCF, et on espère que ça va être utilisé pour la suite. Eh bien, c'est sûr qu'on a dû faire des slides, hein, pour vendre l'idée Bien sûr. et pouvoir y consacrer du temps. Pour que ce soit mis en œuvre, il fallait qu'on ait un résultat assez concret et pragmatique. Et donc, nous, on s'était engagé en termes de livrables à la fin de cette grosse investigation, d'avoir quelque chose d'assez activable. Et donc, on a, alors, parce qu'à la suite de tout ce travail-là, l'équipe design a fait un certain nombre d'ateliers pour imaginer aussi le futur de la mobilité avec des use cases bien précis. Et donc, le livrable final était une vidéo assez courte présentant quelques use cases et donc comment, en fonction de ces contextes-là, le produit SNCF Connect pouvait évoluer dans 10, 20, 30, 50 ans. Ok. Et donc ça, c'est assez activable, ce genre de vidéo, pour l'équipe dirigeante qui peut, quand elle est à l'extérieur avec d'autres industries, montrer l'évolution de son produit, par exemple. Donc ça, c'était une petite victoire dans voilà. Mais il y a un truc que j'ai pas dit aussi. L'intérêt de cette méthode-là, c'était aussi d'apporter une bouffée d'oxygène aux designers. Parce que quand on est dans un processus de conception aussi soutenu qu'un produit, un SNCF Connect, et que voilà, on produit sans s'arrêter, c'est hyper important de pouvoir souffler et avoir ce Et, petit moment de prospective qui est un peu plus sympa et et je qui est... pense à ça aussi. J'imagine que tu mets des gens autour de la table qui se sont jamais vraiment rencontrés dans des organisations aussi tentaculaires que la SNCF. J'imagine que ça peut faire sens. Après, bah, c'est des petits ruisseaux qu'on crée,
Et ça peut faire sens pour la suite. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, des équipes qui étaient pas si éloignées les unes que les autres, parce que je t'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais l'équipe innovation, c'est pas une équipe avec laquelle on travaillait beaucoup, avant. Ouais, alors que Heu, ça a vraiment du sens d'avoir du design dans l'innovation et vice ouais, tout à versa. fait, tout à fait. Mais c'était une équipe qui travaillait plutôt sur des POC techniques, en fait. Donc c'était pas de l'innovation comme nous on l'entend. Mhm. Ouais. Mais en effet, voilà, c'était un moyen aussi de créer du lien avec d'autres, équipes, qui fait partie, hein, des problématiques qu'on rencontre souvent dans des organisations tentaculaires comme celle-ci, hein. C'est, le lien, que tu fais entre différentes équipes, qui 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 devrait être, assez logique. Ouais. Et toi, de cette expérience-là, t'en ressors contente d'avoir pu utiliser, enfin, j'imagine contente d'avoir pu utiliser ça et tu te dis, tiens, c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire exister, à perdurer et à défendre. Ouais, c'est à la fois, une satisfaction parce qu'on a expérimenté, des méthodes de travail un petit peu différentes. On a travaillé sur des sujets qui, moi, me semblent avoir du sens parce que préparer l'avenir, c'est, ça me semble, enfin, on peut pas travailler sur un produit sans imaginer ce qui pourrait se passer à plus long terme. Je trouve on est très sur du court terme, hein, quand on C'est travaille pire dans en des pire, hein. organisations. Voilà. Mais globalement, même le monde, le monde capitalistique, comme on l'avait expliqué, enfin, comme on l'a décrit, c'est vrai que c'est plus de plus en plus à la petite semaine. Et Ouais, l'actu- tout à l'actualité fait. nous le montre tous les jours. Et c'est vrai que de prendre ce recul-là, de prendre ce pas de côté, etc., Mmh. et de pouvoir l'activer à sa façon, ça fait éveiller des consciences quand même. Même si peut-être que Ouais, ça faudrait que ce soit encore un peu plus haut, peut-être dans les organisations parfois. exactement. Oui, ouais, ouais, c'est clair, tout à fait. Mais en tout cas, à chaque fois que j'en discute, avec quelqu'un, quel que soit son poste ou le secteur d'activité dans lequel il bosse, souvent, c'est des sujets qui intéressent. Et tu te dis, bon, bah, en effet, peut-être qu'il faudrait qu'on expérimente ce genre de méthode. Maintenant, là où moi, alors, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre à l'avenir, mais là où j'éprouve un peu de frustration, c'est que c'est difficilement mesurable en termes d'impact Mhm. et ça manque un petit peu de concret. Voilà. Je pense que c'est difficile à vendre, et ça l'est encore plus quand on travaille dans une boîte de conseil et que il faut un petit peu calibrer des prestations qui vont vraiment avoir de l'impact et réussir à le mesurer en termes de business. Voilà, C'est pas tout c'est à vrai que fait. parfois, ces activités comme ça, d'intelligence collective, euh, de prospective, etc., ce sont des activités qui se font pendant des séminaires, pendant que les gens, voilà, ils veulent un peu changer de leur quotidien. Mm. Entre guillemets, on va leur faire croire qu'ils vont changer le monde. C'est sans être péjoratif avec ça, mais pour l'avoir un tout petit peu vécu, moi aussi à l'époque dans d'autres sociétés. Et, euh, et à la fois, c'est tellement important que ce soit ancré dans du concret. Et donc, j'imagine que tous ces use cases que vous avez pu euh, essayer d'expliquer, c'est important de le montrer de cette façon-là et peut-être parfois peut-être, si on reste longtemps dans l'entreprise, d'essayer de les reprendre peut-être année après année, de suivre ça, de Ouais. les faire évoluer peut-être. Je sais pas comment on Ouais, pourrait ouais. faire pour garder la dynamique dessus, quoi. En tout cas, le travail initial qui mixait les recherches qu'on a pu faire et les entretiens avec les experts, pardon, qui nous a permis vraiment d'identifier un certain nombre de forces de changement. Donc, ça parle d'inflation énergétique, d'hyper-réalité, d'urgence climatique, post-croissance, on en a parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses alors, donc, tu vois, ça, ce que je te liste là, on les a identifiées en 2021, je dirais. C'est des choses qui sont encore valables et qui sont encore et qui sont généralistes. Enfin, ça s'applique un petit peu à tout type de problématiques et je trouve que c'est un outil qui peut être réexploité dans plein de contextes différents, notamment en atelier, hein, et qui sont Et justement, exploitables. est-ce que t'as un atelier un peu, euh,
un peu que tu apprécies plus particulièrement, que tu as découvert ou que vous avez créé euh, pour, pour traiter un sujet comme celui-ci? S'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, tiens, si on relançait un projet de vision collective. Bah, écoute, ce qui est certain, c'est que depuis 3-4 ans où j'organise souvent avec des designers ou des clients ce type d'atelier, j'en ai jamais fait un de la même façon. C'est toujours un peu la boîte à outils où tu crées un Bien petit sûr. peu en fonction de ta problématique l'outil. Mais en tout cas, d'avoir pendant cet atelier ces données-là, donc ces forces de changement, de les partager le plus facilement possible pour que tout le monde les ait en tête et de les coupler avec des choses beaucoup plus concrètes et des outils qu'on peut utiliser au quotidien comme des personas, des user journées, ça fonctionne hyper bien. Je crois que alors j'ai pas de recette d'atelier Ouais, comme ça le là truc miracle. donné, mais Non, mais en ouais, fait, ce qu'on peut dire aux gens, c'est peut-être de t'appeler et d'à ce moment-là, vous allez le co-créer ensemble avec plaisir. et donc après SNCF Connect, tu vas chez Hippon Technologies Ouais. et c'est quelque chose que tu vas défendre aussi. Alors pareil, on sait très bien le monde du conseil, c'est Mm, peut-être encore plus complexe pour le défendre. mm. De mémoire, tu avais réussi quand même à commencer à présenter cette vision et à en faire quelques sessions. Est-ce que justement tu peux nous donner un peu ton retour d'expérience sur le conseil et cette vision innovation Ouais. prospective? Eh bien, alors chez Hippon, donc j'avais une équipe qui était plus grosse que la SNCF, environ une vingtaine de designers. Et donc avec bon toutes les missions d'un head of design, comme on peut le connaître en société de conseil, notamment accompagnement sur la partie commerciale, mais aussi animation de l'équipe, gestion des compétences, recrutement, etc. Et bien forcément, quand on travaille en cabinet de conseil, il faut faire des choses qui se voient, qu'on peut partager aux clients, etc. Et donc, assez rapidement, après mon arrivée, l'équipe marketing m'a demandé de travailler sur les design trends. Voilà, en me Mhm. disant, voilà, tous les ans, l'équipe design publie les tendances de l'année à venir. C'est important que vous travailliez à nouveau sur ce sujet-là. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les tendances. Je suis pas contre et moi-même, je vais les consulter tous les ans, mais je trouve que c'est un peu, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la créativité. C'est un peu de l'intuition, c'est un peu au doigt mouillé. C'est voilà, chacun va dire un petit peu ce qu'il pense. Bon, globalement, c'est pas très innovant et surtout, ça repose pas sur une vraie méthode de travail. Mhm. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais challenger cette demande qu'on me fait et je vais en profiter pour créer une démarche de design prospectif à la place des trends et je vais embarquer toute l'équipe design dans ce travail-là. Et là où les designers traînaient un petit peu des pieds en disant oh, les trends tous les ans on nous les demande, Ouais, c'est vrai. Il faut que je fasse, c'est un peu ouais, c'est un peu le travail mon forcé. mon article, mon truc. Exactement. Il faut me le rendre le 31 octobre et puis le 30 octobre, il n'y a personne qui n'a rien envoyé. On sent que tu viens du conseil. Voilà. Mais là où en effet ça saoulait un petit peu tout le monde, cette idée d'aller sur une méthode de design prospectif en leur disant il n'y a pas de méthodologie figée, on va tous créer ensemble la méthode qu'on a envie et faire une vraie démarche de A à Z. Mhm. Ben c'était un travail que chacun faisait avec plaisir. Il n'y avait aucune obligation pour qui que ce soit de s'impliquer dans ce projet-là. C'était aussi en fonction des missions de chacun. Mais voilà, c'était aussi la petite bouffée d'oxygène du designer dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et donc assez vite, la direction d'Hippon m'a suivi sur ce projet-là. Et donc on a créé une démarche qui ressemblait un petit peu, enfin qui était inspirée de ce que j'avais pu faire chez SNCF Connect, mais qui, au lieu d'être focalisée sur le secteur de la mobilité, était ouverte à plein de secteurs d'activité. Et donc sur les ateliers de design fiction et d'idéation, cette fois-ci, on a invité, en plus des designers, des clients qui sont venus réfléchir avec nous sur l'avenir de leur secteur d'activité.
Et donc de cette démarche-là est née une table ronde sur laquelle on a invité des experts donnés. D'ailleurs, il y avait un physicien sur cette table ronde. Et là, encore une fois, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ces visions qui sont parfois un peu éloignées de nos métiers, mais qui en réalité nous montrent qu'on a tous les mêmes enjeux. Et on a écrit un livre blanc pour documenter un petit peu toute cette démarche, voilà, qui est normalement accessible gratuitement sur Internet. Et si vous le trouvez pas, que je peux partager sans problème. Ok, ouais, super, ça c'est intéressant. Je trouve que s'il y a des managers de designers qui nous écoutent, ou même des managers globalement, je trouve que ça peut être un beau projet commun sur l'année, de se dire, de partir sur ça pour montrer à la fois les compétences et expliquer ce qu'est le design autour de soi, Ouais, avoir un peu un objectif commun euh, en lame de fond, en plus de ces tâches quotidiennes. Et puis clairement, c'est mettre en avant des signaux faibles et les convertir avec une vision design. Je trouve que quand on est PDG ou enfin, en tout cas directeur d'une entreprise ou en responsabilité d'une entreprise, ce serait presque suicidaire de ne pas regarder ça. ouais, Parce que clairement, il y a les opportunités de demain, il y a les marchés de demain, et ça peut faire sens, et ça peut être même le début peut-être de quelques projets dans une entreprise et des prochains relais de croissance. ouais, tout à fait, tout à fait. Et les marques innovantes ou les entreprises qui performent aujourd'hui travaillent souvent avec ces méthodes-là. Donc en effet, je pense que c'est porteur. Et puis à échelle beaucoup plus réduite, dans Ouais. une boîte de conseil, ça permet de passer un message qui est quand même hyper important, c'est le design n'est pas l'équivalent d'écran. C'est quand même beaucoup plus large Ce que sont ça. pas les artistes, ouais. Et puis je trouve qu'il y a aussi embarquer ses clients. C'est une autre façon de communiquer. C'est pas le commercial qui appelle pour la 50e fois parce qu'il a besoin de placer un intercontrat ou quelqu'un qui est disponible, etc. Ou parce que, bref, et Ouais, qu'en tout fait, à on a fait. un autre type de relation. On a une relation qui se base sur des moments un peu plus cordiaux, un peu plus agréables, où on va réfléchir ensemble et tout. Mm. C'est important, ça, je trouve, de renouveler le genre de comment on fait du commerce. Je le vis moi-même tous les jours avec Design Club, pour l'avoir fait pendant 10 ans d'une façon un peu plus old school et voilà et classique. Ça fait du bien pour tout le monde, et ça positionne une entreprise d'une façon totalement différente face à ses interlocuteurs, Ouais, et c'est super intelligent. ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que je l'ai beaucoup associé à évolution d'un produit ou d'un service, mais c'est une méthode qui marche aussi pour l'organisation en interne. Enfin, finalement, c'est un sujet qui est global, qui concerne C'est là, tous les et, prismes. et c'est là où on se dit le design est partout. Et c'est ce que et c'est ça qui est incroyable avec cette façon de faire. Donc Ouais. ok, trop bien. Et bah écoute, je vois, je trouve qu'on a bien présenté cet aspect-là, ce que tu as pu faire, les impacts que ça a eu, et puis surtout, je pense, euh, toutes les valeurs positives que ça peut engendrer dans une entreprise. Euh, Justement, tu parlais d'impact. En effet, aujourd'hui, on cherche beaucoup des chiffres. Euh, Mm. et j'imagine que dans le post-capitalisme, il n'y aura peut-être pas que des chiffres dans la réflexion de l'impact. Il y a aussi le bonheur en entreprise, comment fédérer des équipes, comment donner de la confiance à des clients. Et ça a pas de, on peut pas donner de chiffres dessus. Mm. Mais c'est important de le prendre en compte. Et j'imagine que c'est une façon de faire que moi, clairement, je vois bien tous les managers pouvoir essayer, en tout cas, d'y rentrer et de se découvrir là-dedans, et d'être accompagné par toi, Émilie, ou par d'autres personnes si besoin. Mais en tout cas, de se dire que la prospective dans une entreprise, c'est méga important, et que le design pour ça,
Ouais. C'est les meilleures façons de faire, quoi. Ouais, complètement et puis, ça crée beaucoup d'engagement au sein d'une équipe design, ce type de projet. Tout le monde se sent un peu acteur de cette méthode et je pense que la clé, c'est aussi de ne pas imposer de méthode justement et de la construire tous ensemble et nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas chez Ypon. La méthodologie, on l'a construite tous ensemble et donc tout le monde se sentait forcément impliqué parce que tout le monde avait eu des idées, hein, pour, Et, nourrir cette réflexion et ça, c'est hyper important. et alors, est-ce qu'il y avait une trend qui est ressortie plus qu'une autre? J'imagine qu'il y avait l'IA, peut-être? Eh bien non, en fait, le sujet central, quelle que soit l'industrie qu'on a évoquée, ça a été des questions environnementales. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est Ah, l'urgence, c'est en fou. fait. Ok. C'est l'urgence et même si je pense qu'on en parle beaucoup dans les équipes produits, et on parle de responsabilité, y compris nous dans nos façons de concevoir, je crois que c'est un peu l'enjeu, à venir, et forcément, hein, l'IA, on est obligé d'en parler, mais cet aspect environnement qui est quand même très lié à l'IA, parce qu'on sait que c'est consommateur, l'IA. Voilà. En tout cas, ça a été le sujet central sur la dernière fois qu'on a fait cette démarche. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut orienter au mieux les choses pour pour sauver la planète, assez simplement, hein. En fait, moi, je pense que t'as raison, et quand tu m'en parles, je me dis, tiens, en fait, bon, l'IA, c'est sûr, c'est le sujet du moment, mais c'est ce qui fait aussi, je dirais, frétiller tout le capitalisme parce que on se dit que, tiens, ça va être le nouveau moyen de relais de croissance, de Mm. productivité, de productivisme à outrance. Là où, en fait, l'écologie, bah, même si on se disait, bon, ok, si on consomme moins, on va moins dépenser, donc on va faire des économies. Il y avait quand même un aspect aussi, Ouais. mais c'était peut-être en fait, il y a le côté dépenser moins, mais et il y en a d'autres qui sont plutôt dans le gagner plus. Et au Et oui. final, parfois, les échelles, elles pourraient être similaires, mais mais bon, chacun choisit son combat. En tout cas, le principal, c'est qu'il y en a qui est aussi cette volonté-là sur la partie écologique. C'est bien que ça ressorte. Ouais, mais malheureusement, tu vois, je pense qu'on est toujours dans des questions économiques et même quand on parle d'environnement. D'ailleurs, j'ai vu un super reportage il y a très peu de temps qui s'appelle Sur le front. C'est un reportage qui est fait par Hugo Clément et Mhm, qui parle de la réforestation et de cette idée que le gouvernement a annoncé que il replantait 1 milliard d'arbres. Donc, mhm. ce qui est sur le papier une bonne idée. Donc, oh, bonne idée, créativité. Maintenant, est-ce que vraiment on est dans l'innovation quand on fait ça? Et le reportage le montre hyper bien, pas du tout, parce que qu'est-ce qu'ils font pour planter 1 milliard d'arbres? Et ben en fait, ils rasent des forêts entières pour pouvoir faire de la monoculture d'arbres. Ça appauvrit les sols, ça amène des maladies, ça favorise les incendies, la biodiversité, voilà, elle n'existe plus. Et donc en fait, c'est comment d'une bonne idée qui peut paraître écolo, en fait, on arrive à des On arrive au hérésies pire, en fait. environnementales. Ah, c'est fou, ok. Ok, je Mmh. n'avais pas entendu parler de ça. Et quand tu me parles de ça, ça me fait penser aussi que j'ai eu pas mal d'échanges autour euh, du design circulaire. Ouais. Et peut-être que c'est un sujet que tu as regardé. Et j'avais une discussion avec Anne Asensio, qui est porte-parole, porte-drapeau de ce design circulaire en France, qui est la Head of Design de Dassault Systèmes, et qui Mmh. fait ça avec la fondation Hélène MacArthur. Et en fait, elle expliquait que eh ben, le design circulaire, c'est comprendre qu'il y a la naissance, la vie et la mort, et que donc comment on crée cette naissance, comment on crée, enfin comment on va designer la naissance, la vie et la mort d'un produit, qu'il soit digital ou pas, et comment faire pour que ça ce soit circulaire, que l'un nourrisse l'autre. Et en fait, bah, quand elle a mis le doigt dedans, en fait, ça t'ouvre à des trucs. En plus, elle a une capacité à discuter, à échanger, un art oratoire qui est assez fort et tout. Et donc, je me disais, moi, je suis face à une professeure de philosophie, mais en vrai, elle m'expliquait un Ouais. truc normal qui est la mort, enfin, la vie, la mort, la naissance, bref. Et c'est vrai que tu te dis, mais mince, on n'y pense jamais de comment on crée un produit, à l'image de ce que tu me disais, les arbres, bah, au final, on fait pire et quand ils meurent, etc. Enfin bref. C'est des sujets qui sont hyper intéressants, et quand tu commences à mettre le doigt dedans, c'est tellement gigantesque que bon, parfois on est un petit peu perdu, mais
Mm. Mais les designers, pour ça, ils ont vraiment plein de clés pour, pour éveiller les consciences autour de ça. Ouais, je suis d'accord. Et en effet, sujet passionnant. On Ouais, pourrait en parler des heures. ouais. Bon, alors, avec moi, moi, je pourrais juste te dire ça, et je pourrais juste être intéressé au sujet du, euh, du design circulaire et écouter Anna Asensio et d'autres d'ailleurs dans mon podcast, c'est des sujets qu'on aborde à des moments. Et ben Émilie, on arrive sur la fin de l'échange. On va passer à la partie recommandations. Est-ce que est-ce que toi, tu as un site web, une lecture que tu nous recommandes pour les designers et designeuses qui nous écoutent? Et bien, comme j'ai bientôt 40 ans, je suis plus lecture que site web. Tu vas pas me donner Euh, un tuto. Moi, parfois, on me donne des tutos YouTube. Ça, c'est vraiment une génération. alors moi, dans les recos que j'ai adoré un livre qui s'appelle Neurosciences et Management Hmm. de Bernadette Lessart-Thomas. Moi, c'est un livre qui m'a pas mal marqué parce que en fait, il aide à mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau dans le monde du travail. Et on parle souvent de management, de leadership, mais là, on va plus loin. En fait, on explore vraiment ce qui se passe dans notre tête quand on prend une décision, comment on motive une équipe, comment des gens qui résistent au changement, on peut mieux les accompagner. Et donc, c'est vraiment un livre qui m'a aidé à comprendre mieux les dynamiques humaines qu'on peut voir dans le monde de l'entreprise et puis éviter certains pièges classiques qu'on peut avoir dans le management. Ok, trop bien. Ah ouais, en plus, tu l'as à côté de toi. Je l'ai sur mon bureau. Ça, c'est pour nous faire Euh, croire que tu l'as lu, c'est ça? mais oui, bien sûr, je viens juste de l'acheter. Et après, sinon, j'ai beaucoup aimé un livre qui a une valeur particulière pour moi parce qu'on me l'a offert et c'est mon manager qui me l'a offert. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un livre qui s'appelle Patronne. Voilà, Patronne Ok. au féminin, de Élodie Andrio, pardon. Ok. Et c'est un livre en fait qui met en lumière les parcours de pas mal de 52 femmes, je crois, de tête, Ah, qui sont dirigeantes aujourd'hui et qui racontent un petit peu leur parcours. Et ce qui est assez génial dans ce livre, c'est qu'on est assez loin du parcours, du portrait un peu idéalisé et un peu cliché de celle qui a réussi. Et c'est hyper inspirante. On comprend les défis qu'elles vivent au quotidien, pourquoi elles ont fait ces choix-là. Et d'ailleurs, en relisant, parce que j'ai travaillé avant le podcast, hein, j'ai relu la 4e de couverture pour pas dire de bêtises. J'avais oublié ce chiffre-là. Les femmes représentent 52% de la population française et seulement 3 dirigeantes au CAC 40. C'est sur assez 40, édifiant quand même. sur 40, ouais. Sur 40 Mm. entreprises. En effet, les pourcentages font mal. Ouais, voilà, c'est un livre qui se lit facilement et qui est assez inspirant, je Ok. trouve. Et qui peut être lu par des hommes sans problème. Ouais. C'est pas du tout féministe, hein. Et après, tu peux lire des choses féministes tout en étant un homme, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, est-ce qu'il y a un site web ou des réseaux sociaux que tu regardes ou, je sais pas, des comptes qui te plaisent? Après, je sais pas si tu vas t'en rappeler comme ça de tête, mais Bah, écoute, moi je suis peut-être un peu classique, mais j'adore LinkedIn parce que ça me permet d'échanger avec plein de gens, de lire aussi les problématiques des uns et des autres parce que on est souvent sur du concret. Moi, dans les personnes que j'aime suivre sur LinkedIn, il y a Vanessa Giotto qui est Head of Design chez MyCanal et qui parle beaucoup de management par l'empathie. Donc c'est des sujets qui me parlent, hein, qui est très centré sur l'humain. J'aime bien aussi Marie Petit, qui partage beaucoup sur ses pratiques, qui est très généreuse, je trouve, dans ce qu'elle partage au quotidien. Elle partage ses lectures, elle partage. moi, je trouve que c'est ça qui est incroyable avec la communauté design, c'est que vraiment, par rapport à la communauté business, ça partage rien du Mm. tout. Ça fait Ouais. peut-être partie dans la communauté design, on partage tout. Mais j'étais toujours étonné
du fait de partager son design system. Je me suis toujours dit, mais Ouais, vu le temps que les gens y passent, l'argent qu'il y a dedans, et au final dire, bah tenez, c'est gratuit pour regarder comment on a fait. Je trouve ça ouais, fou. ouais, Et en même temps, ça montre aussi ben, la spécificité de ses équipes et l'ouverture de ses équipes. ouais, 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 complètement, complètement. Et maintenant, j'ai les deux questions les plus complexes de ce Waouh, podcast. j'ai peur. C'est est-ce que tu as un film, un seul film à nous recommander et un album de musique? Alors attends, je vais répondre d'abord à l'album de musique parce que j'en ai un qui me vient facilement. Bon, moi je suis un peu girly, donc désolée, mais moi je suis team Beyoncé à fond. Ok, Et je recommanderais l'album Everything is Love qu'elle a fait avec Jay-Z. ok. Franchement, je trouve que c'est la fusion parfaite entre elle, sa qualité de chanteuse incroyable, et lui, qui est un excellent rappeur. Mhm. Et c'est un couple qui montre Couple plein de star. belles choses, la confiance, voilà, c'est j'adore. Et puis c'est bien pour Ok, s'ambiancer aussi. c'est vrai, je suis d'accord. Alors un Ok, trop bien. film, c'est difficile, hein. Est-ce que j'ai le droit de Je, choisir une je te série? l'ai dit, c'est les deux complets, les deux plus difficiles. Je peux choisir une série ou je dois forcément te dire Oui, un film? tu peux choisir une série. Écoute, c'est pas ma série préférée, mais c'est une série qui m'a marquée cette dernière année, qui s'appelle La Fièvre. Je crois Ok. elle est sortie en 2024. C'est en gros le thème, c'est la montée des tensions sociales et à quel point ça peut être viral dans les médias. Donc c'est un footballeur qui a un acte de violence, je crois, envers quelqu'un au début, et donc voilà, on va un peu enfin ça va un peu s'embraser sur les réseaux. Et ça va malheureusement alimenter des clivages sociaux et engendrer du racisme. Et en fait, je trouve que c'est hyper réaliste cette série parce qu'on l'a malheureusement vu sur les dernières élections. Hein. Mhm. Il y a des clivages, il y a des points de vue qui sont très différents en France. Et ça montre comment, en partant d'un simple fait divers, on peut enflammer l'opinion publique et révéler plein de tensions profondes de la société. Et du coup, enfin, ça fait peur à la fois et c'est parce que c'est très réaliste. Et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est que le personnage principal, qui essaye de comprendre les comportements humains, la première scène, c'est qu'elle anime un focus group et je me suis dit, waouh, c'est génial, on voit rarement ça dans des séries. Ouais. Et c'est une fille qui, donc, en tout cas, son personnage comprend à la fois parfaitement les comportements humains et elle est capable de les expliquer parce qu'elle a une connaissance parfaite de l'histoire de France et l'histoire du monde d'ailleurs. Et Mhm. du coup, je me suis dit, ah, ce serait intéressant ça de mixer nos compétences avec l'histoire, parce que je pense que c'est aussi à travers l'histoire qu'on apprend. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que mais moi je l'ai pas vu cette série, mais ça fait la deuxième fois qu'on m'en parle. Et justement C'est vrai? sur ouais, Ah, je crois que c'est Sophie Pilverdier qui est le Head of Design de PrestaShop qui m'en a parlé ah, dans ok. son dans son Bah, elle a podcast des très aussi. bons goûts. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté en plus toi qui et en plus tiens, c'est drôle parce qu'elle aussi elle vient du monde des sciences cognitives, etc. Je pense pour ça aussi que Ouais, ça te c'est parle pour ça. beaucoup, mais tu sens comment on fait pour manipuler des foules. Mm. Vraiment, c'est limite Oui, scientifique de manipuler des foules. Et ouais. c'est un peu ce qu'on voit. Et cette personne-là ouais, arrive limite à l'anticiper, à se dire, bah voilà comment les gens vont Mm. réagir. Ok, bah, non, mais je regarderai ce que et c'est vrai qu'en plus, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui et aux États-Unis, etc., et tu te dis, bah mince, t'as l'impression d'être dans un film, dans un très mauvais film d'action qui Ouais. démarre, et à la fois, non, t'es dans la, mode, dernièrement, ça m'a fait penser au film sur Netflix Don't Look Up. Je sais pas si ça te parle avec Leonardo DiCaprio, Non, pas du tout. qui avec bah, vraiment à voir et je te jure, t'as l'impression d'être dans ce qu'on vit aujourd'hui, sauf que c'est un film. Et voilà. Et en fait, qui annonce un astéroïde gigantesque qui va s'écraser sur la Terre et donc qui essaye d'expliquer ça à tout le monde. Et puis en fait, bah, tout le monde s'en fiche. Et c'est la société de l'entertainment qui prend la suite Mm. jusqu'à ce que on se dise bah en fait il va vraiment tomber et on n'a rien fait pour que pour que ça change et voilà
je te le conseille Ah aussi. bah, merci pour la reco. Ouais, Ouais, sur je le mets Netflix, dans c'est ma très bien. liste. Bon, bah, Émilie, merci. C'était un plaisir de discuter avec Bah, toi, grand découvrir, plaisir pour moi aussi. découvrir tout ce que tu as pu faire, euh, comment on intègre de la créativité dans des équipes. Et ce que je comprends, c'est que faut intégrer des nouvelles personnes, des gens qui sont pas du tout peut-être de son sérail, et utiliser les méthodologies du design euh, qu'on connaît, et parfois euh, avoir la créativité d'en créer parfois d'autres ateliers. Et ben c'est super, c'était un super épisode à ce sujet-là. Je te remercie de nous avoir éclairé sur ça. Mais je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'était un grand plaisir pour moi. Bon, et ben écoute, on continue de se suivre sur les réseaux, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci toi aussi. Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.